Bonjour à tous et bienvenue dans la Sarthe, dans les Pays de la Loire. Nous sommes à 250 km au sud-ouest de Paris, à l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes. C'est l'une des abbayes les plus connues et les plus prestigieuses de France, un lieu dans lequel des écrivains, des artistes, des intellectuels sont venus trouver le ressourcement, l'inspiration ou Dieu. C'est ce lieu que Catéo a choisi pour proposer à des personnalités de vivre 24 heures loin du monde et du bruit. Le père abbé, dont Philippe Dupont, et la communauté des moines ont proposé de les accueillir. Cette fois-ci, nous recevrons Franck Ferrand, vous savez, celui qui nous conte l'histoire à la radio, à la télévision et dans ses livres. Dans ce lieu prestigieux et inspirant, il va vivre une après-midi, une soirée et une nuit entière de silence. À sa descente de la voiture, je le confierai aux soins du père hôtelier qui l'emmènera dans sa cellule, derrière la clôture. Il partagera la vie des moines, il partagera les repas en silence et assistera aux offices où il pourra goûter la beauté des chants grégoriens réputés dans le monde entier. À l'issue de la messe, je l'interrogerai sur les ressorts de sa vie intérieure. Et nous le ferons à l'issue de la plus inattendue des aventures, le silence. Bienvenue dans Une nuit au monastère. Absolument. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour. Bienvenue à l'émission Une nuit au monastère. Merci de votre accueil. Vous avez fait un bon trajet? Ah oui, c'était formidable. J'étais tout excité à l'idée de vivre cette expérience dans ces lieux extraordinaires. Je n'ai jamais vu l'abbaye de Solesmes. Je l'ai beaucoup imaginé, j'ai beaucoup lu sur elle, mais je ne l'ai jamais vue, donc je suis ravi d'être là. Alors cette émission, c'est l'émission de toutes les premières. C'est une première parce que vous êtes notre premier invité. On dit toujours, c'était Saki qui disait, c'est au premier chrétien qu'échoua le plus gros lion. Puisse-t-il avoir raison? C'est la première fois que je présente une émission. Et par ailleurs, c'est peut-être la première fois que vous plongez dans le grand silence. Ah oui. En tout cas, c'est la première fois que je vais le faire dans ces conditions-là, oui. Vous n'avez pas trop d'appréhension, vous n'êtes pas saisi par l'ombre d'un doute? Je vous vois venir. Non, je n'ai pas d'appréhension du tout. Je n'en avais pas en tout cas, mais vous commencez presque à m'inquiéter. À quoi faut-il s'attendre? Je pense que je ne serai pas trop dépaysé. Vous savez, moi je suis un homme de méditation, donc ça devrait me plaire. Je pense que le silence ici est d'une qualité particulière. Alors je vous invite à le vérifier par vous-même. On va passer de l'autre côté de l'enceinte du monastère. Alors nous nous dirigeons maintenant vers le père hôtelier. Vous savez que dans la tradition monastique, c'est lui qui est chargé d'accueillir les hôtes de passage. Et donc il va prendre soin de vous. Père Michael, je vous présente Franck Ferrand. Bonjour mon père, merci de votre accueil, merci De rien. beaucoup. De rien. Je suis très impressionné d'être devant cette abbatiale. On va visiter tout ça, j'imagine. Oui. Je vais vous laisser Franck Ferrand entre les mains du père hôtelier et m'éclipser. Et nous nous reverrons sans doute à l'occasion des offices ou des repas d'ici demain, notre conversation, mais en silence pour respecter l'esprit des lieux. Ça va être difficile pour moi. Je suis très bavard, alors que je me montre plus continent. Et alors pour renforcer le défi, on voulait vous proposer de nous laisser votre téléphone portable éteint Eh oui, ça a été prévu. pour favoriser. Je me suis psychologiquement préparé. Donc j'éteins le téléphone et je vous le remets. Merci Franck Ferrand. Et en Cette fois, échange, je suis coupé du monde. ça y est, la déconnexion et l'aventure commencent. En échange, je vous remets ce carnet et ce stylo sur lequel vous pourrez noter vos impressions, ce qui va se jouer durant les 24 heures
que vous allez vivre ici à Solesmes. Ah, mais ça c'est très bien. C'est l'écrivain qui va prendre le relais du conteur. C'est pas mal finalement. Je vous laisse. Bonne installation à vous et à tout à l'heure. Merci. Au revoir. Bon, venez voir l'église. Avec si joie. vous voulez. Donc c'est ça, c'est la première fois que vous faites une retraite. Oui, c'est la première fois. Ça n'est pas faute d'y avoir souvent songé. Oui, Mais vous voyez, il y a un début à tout. un début à tout, une première fois. Quelle magnifique porte. Oui. C'est beau ça. Oui. Bon, excusez-moi. Elle est du XIe siècle. Là, on est dans la partie la Comme la plus partie ancienne. d'origine vraiment de L'origine, voilà. Et on voit la décoration romane. Oui, très beau. C'est tout ce qui reste. Je vais vous montrer les statues de Solesmes dont on parle tellement. Une merveille. Quel ensemble. Oh là là. C'est la partie la plus belle. Voilà, c'est vraiment somptueux. C'est l'amorce de la Renaissance. Oui. C'est magnifique, vraiment magnifique. Ça, on peut parler vraiment d'un chef-d'œuvre. Là. Oui. Je reviendrai voir ça de plus près. Oui, vous verrez. Quelle profusion incroyable. Oui. Ça, c'est la grande époque, c'est l'âge d'or du monastère. Oui, exactement, exactement. Vous avez là le portrait de Jean Bouclé. C'était le prieur de l'époque. Et donc c'est lui qui a fait faire tout ça. Magnifique. Ça, c'est un transept Oui. comme on en voit très peu. Oui. Le cœur, lui, C'est une réplique parfaite de la chapelle Saint-Serge. Voilà. Bon, on revient à l'hôtellerie. mais très volontiers. Je vous suis. Très bien. Voilà. Pour les habitants de Solesmes qui n'aiment pas les cloches, ça doit être l'enfer. Ah oui, il vaut mieux changer d'eux. Il vaut mieux déménager. Moi, je trouve que ça fait partie de la vie, les cloches. Oui. Tant qu'on entendra sonner les cloches, ça ira bien à peu près. Sauf quand c'est le tocsin, évidemment. Ça c'est l'entrée, ça c'est votre chambre. Très bien. Ici l'entrée. Ah, alors voilà, ça c'est très bien. Vous avez je vous ai donné, Le petit réveil, oui, voilà. il faut le mettre il y a un bouton pour que ça marche. C'est là, hein. Voilà. Est-ce que ça... Ça marche. Visiblement, il a l'air de fonctionner. Très bien, écoutez. Ça va votre C'est formidable. faute de téléphone. Il y avait longtemps que je n'avais pas eu de vrai réveil comme ça. Hein. Voilà. Merci mon père, merci beaucoup.
Salvum me facet Deus, quoniam intra veritat meusque ad animam meam, infixus sublimo profundi, et non est substantia, Zeus domus tuae, cum eite, et omnia excollatium tibi, ceciderum superbi. Ça y est, la messe est dite, votre vœu de silence s'achève. Vous avez bien dormi? Oui, très bien. Je peux retrouver la parole, si je comprends bien. Voilà, nous ne sommes plus astreints au silence, à la règle des moines, et le prieur nous prête son bureau pour que nous puissions avoir une discussion en profondeur sur votre expérience, vos projets, sur l'histoire, mais aussi sur votre histoire. Eh bien, allons-y. C'est par ici. Alors ça fait 24 heures que cette expérience monastique se déroule. Il y a eu votre arrivée, il y a eu cette déconnexion avec le téléphone mis de côté, cette visite de l'abbaye, et puis ensuite l'expérience des offices, de s'être fait laver les mains par le Père. Est-ce que cette nuit en silence, loin de Paris, loin du bruit, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toute cette expérience? Ah, il y a 3 choses qui m'ont frappé. D'abord, le changement de temps. Nous sommes là dans un temps différent. Je m'en doutais. Je venais un peu pour ça, pour tout vous dire. Et de ce point de vue, je n'ai pas été déçu. Le temps du monastère n'est évidemment pas le temps du monde. Je pense qu'il y a ici, d'abord c'est vrai qu'on n'est plus submergé de mails, de SMS, d'appels divers, de tracasseries, de tous ces problèmes du monde, etc. Donc ce temps différent m'a fait du bien, je crois, et je regrette que ça ne dure que 24 heures, pour tout vous dire. Le temps en plus ici est rythmé. Vous parlez vous-même des offices, il y a tout un rythme, toute une scansion du temps qui fait que on pourrait aussi, vous savez, quand vous allez à la montagne ou quand vous allez au bord de la mer, ce qui m'arrive très souvent, vous pouvez vous abstraire des tracasseries parisiennes, mais vous tombez dans un autre excès, si je puis dire, c'est-à-dire dans un temps qui s'étiole, qui finit par fondre et par devenir marécageux. Ici, on ne risque jamais de perdre non plus le sens du rythme et du temps et de la journée et de la règle, puisque précisément il y a ce rythme qui vous rappelle à l'ordre. C'est idéal, je crois qu'on n'a pas fait mieux d'une certaine manière. La deuxième chose, c'est le dépouillement. Je n'irai pas jusqu'à dire le dénuement, et d'autant moins que moi j'étais bien traité, j'ai cru comprendre que j'avais la suite de luxe, si je puis dire, par rapport aux petites cellules habituelles. Enfin néanmoins, c'est un luxe très 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 minimal. Moi qui aime les grosses moquettes, les soieries, les velours, les grandes garde-robes et les caves raffinées, ici rien de tout ça.
pas de luxe, pas de superflu, pas de choses inutiles si vous voulez. Et c'est important ça parce que je me rends compte que c'est pour pouvoir s'offrir des voyages, des spas, des taxis, des grands restaurants que finalement on est obligé de travailler comme un malade et de remplir, de charger la barque si je puis dire. Là, rien de superflu, rien d'inutile. Et puis la troisième chose, et c'est ce que je n'attendais pas, ce à quoi je n'avais pas songé, et j'aurais dû y songer pourtant, c'est le rite. Nous sommes ici dans un lieu profondément ritualisé. Ici, on appelle ça la liturgie. Cette liturgie vous accompagne, vous amène dans une réalité un peu différente, une réalité qui donne des couleurs au monde et de la lumière à l'esprit, si je puis dire. Et ça, pour moi, c'est la découverte de cette expérience. Cette liturgie qui est immémoriale, qui a conservé le latin, vous y êtes plus sensible qu'une liturgie modernisée telle qu'on peut... Sans aucune comparaison. Sans aucune comparaison, j'y suis 1000 fois plus sensible. Je dirais même que j'y suis pleinement sensible, alors que je suis, soyons honnêtes, très peu sensible à la liturgie habituelle. Non, ça, je suis très sensible à ça. Il y a là quelque chose de, pour moi, d'essentiel, de profond. C'est un rapport très direct à Dieu. C'est une demande à Dieu, comme disait un des moines avec lesquels j'ai eu la chance de pouvoir parler hier soir. C'est une demande directe à Dieu. Et il faut que ce chant, ce plein chant, soit le plus net, simple, pur possible pour entrer justement dans cette forme d'immanence d'une certaine manière. Ça, c'est ce que la tradition peut avoir de plus beau, de plus pur. C'est ce qui fait la célébrité mondiale de Solesmes, et au-delà de la célébrité, c'est ce qui en fait la force et la lumière, j'en suis convaincu. Ça, c'est ce qu'il y a, à mon avis, à retenir de cette expérience d'aujourd'hui. Le même moine me disait que rien n'était plus émouvant et même bouleversant pour lui dans la liturgie, dans cette espèce de cycle extraordinaire, et là nous revenons au fondateur de ces lieux, n'est-ce pas? Lorsque dans la liturgie, il entend les premiers accents de Noël, les premiers chants de Noël, et rien qu'en en parlant, je sentais qu'il était prêt à sangloter. Ça, c'est merveilleux et magnifique. C'est une forme de magie maîtrisée, c'est ce qu'il y a de plus noble et de plus grand dans la nature humaine, et c'est ce qu'il faut, parce qu'en même temps, c'est sans doute aussi ce qu'il y a de plus fragile, c'est ce qu'il faut préserver et défendre. Le silence, Franck Ferrand, vous avez eu du mal à vous y mettre? C'est naturel pour vous? Oui, c'est tout à fait naturel. Le silence est le compagnon de mes jours et de mes travaux. Par exemple, vous savez, il y a des gens qui mettent un fond musical pour écrire, etc. Moi, soit j'écoute de la musique, soit j'écris, mais je ne peux pas faire les deux. J'aime le silence, j'aime la méditation, je sais méditer. Ça, c'est un des grands apports de la maturité. J'ai attendu d'avoir 40 ans pour ça. Mais je sais maintenant chasser toute forme d'idée de mon esprit et garder l'esprit absolument vide et libre, dans le plus grand silence possible. Le seul bruit que je puisse admettre et qui vienne troubler ce silence, c'est le bruit des flots et de la mer, car souvent ma méditation a lieu au bord de la mer. Donc le silence ne m'a pas dérangé du tout, au contraire, je vous dis, il est mon compagnon habituel. Vous utilisez des outils de la méditation de pleine conscience ou vous êtes sur une méditation plus informelle? Elle est relativement informelle, même si il faut bien entendu respecter un certain nombre de règles en termes de respiration, en termes de position, etc. Mais enfin, c'est relativement informel. Nous sommes aussi dans un lieu historique. Est-ce que vous qui êtes amoureux des vieilles pierres, ces pierres vous ont parlé, vous ont dit quelque chose? Est-ce qu'il y a des personnages historiques qui vous ont accompagné durant ces 24 heures? Alors des personnages, oui, d'abord et avant tout. Les pierres, il y aurait beaucoup à dire, et ce serait intéressant d'ailleurs, mais l'immense bâtisse néo-romane a quelque chose d'intimidant. Je ne suis pas sûr d'aimer cela particulièrement, mais je reconnais que c'est très particulier, c'est très fort. Et puis il y a notamment les œuvres merveilleuses au cœur même de l'abbatiale, ça c'est sublime. Aussi cette petite maison qui accueillait autrefois les hôtes de marque, et on ne peut pas, lorsqu'on se promène dans ces jardins, lorsqu'on se laisse gagner par l'atmosphère des lieux, on ne peut pas ne pas songer à Jacques Maritain, à Simone Veil, à un certain nombre d'autres. J'ai essayé d'inscrire mes pas dans ceux de Paul Valéry, par exemple, ou de Paul Claudel, qui, sur ces lieux, a écrit des choses magnifiques. Alors,
la figure qui domine ici est celle dont on a forcément envie de parler, et je vous avoue que dès que je serai de retour à Paris, je vais me plonger dans sa biographie en vue d'en faire une émission de radio, parce que je pense que ça s'impose. C'est évidemment Prosper Guéranger, c'est le fondateur en quelque sorte, c'est lui qui a révolutionné l'ordre bénédictin, c'est lui qui l'a restauré tout simplement au début du XIXe siècle, à un moment où la Révolution française avait achevé des bénédictins qui déjà se trouvaient mal depuis plusieurs siècles. Il a refondé l'ordre, il lui a donné des assises extraordinaires, il en a rénové la règle, et il lui a surtout donné, ici, à Solesmes, ce point d'ancrage, ce point fondamental. Et je pense que cette figure de Don Guéranger est fondamentale et qu'elle a beaucoup à nous apprendre. C'est un homme qui était à la fois un homme d'action, qui a su convaincre non seulement le pape et le clergé, mais un certain nombre de donateurs, mais aussi tous ceux qui l'ont accompagné pour devenir les nouveaux ferments de cet ordre bénédictin. Et puis en même temps, c'était un homme d'ascèse, de réflexion. C'est l'auteur de l'année liturgique, c'est celui qui a redonné toute sa force au chant grégorien. Or, le chant grégorien, quand on est à Solesmes, il vous accompagne, il vous habite, il vous gagne d'une certaine manière. Et peut-être que ce que je retiendrai d'abord et avant tout de ces 24 heures passées ici, c'est l'incroyable pureté de cette mélopée grégorienne. Alors, au-delà de ces figures historiques, de cette histoire qui nous dépasse, est-ce que pendant ces 24 heures, vous avez fait retour sur des chapitres de votre propre histoire qui commence à Poitiers en 1967 ? C'est que je suis né un 12 octobre, moi. Et la dédicace de Saint-Pierre de Solesmes est un 12 octobre. En l'occurrence, je crois que c'était le 12 octobre de l'an 1010. On n'en est pas tout à fait sûr d'ailleurs. Mais je me sens encore plus appelé, si je puis dire, du fait de cette petite coïncidence. Les concordances entre l'histoire biographique et la grande histoire. Est-ce qu'il y a des épisodes, des personnes qui ont compté dans votre vie, qui ont surgi pendant ces heures de silence ? Oui, d'abord un oncle qui est venu ici, qui a fait des retraites ici et qui m'en avait parlé quand j'étais enfant. Et donc, ce qui fait que ce nom de Solesmes, pour moi, a quelque chose d'un peu magique. Et d'ailleurs, quand vous m'avez proposé de faire cette expérience, de venir ici, passer cette nuit au monastère, j'ai immédiatement songé à lui et ça a compté, évidemment, dans ma décision de venir tout de suite. Et puis, évidemment, on ne peut, quand on est ici, que réfléchir, méditer et prier. Alors, certains ont la chance d'entrer en relation directe avec le Seigneur, de prier directement Dieu. Je ne suis pas de ceux-là. Et j'ai besoin, lorsque je prie, de m'adresser à quelques-uns de mes chers disparus. Je prie plus ceux qui ne sont plus que celui qui est toujours, si je puis dire. Et là, bien sûr, je n'ai pas pu, dans la solitude, dans le recueillement, dans le silence de ce monastère et de ce cloître, je n'ai pas pu faire autrement que de songer à quelques-uns de ceux qui me sont chers, qui ne sont plus là. Je ne les citerai pas tous, mais évidemment, celle qui m'accompagne très souvent, qui est là avec moi, si je puis dire, et que je prie souvent, c'est ma propre mère. Pour vous, intuitivement, il y a quelque chose après la mort ? Je suis bien obligé de constater que le dialogue existe et que les morts sont avec nous, j'en suis absolument convaincu. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose après la mort, et pour tout vous dire, je ne suis pas sûr d'en être réjoui. Contrairement aux bons chrétiens, et on va dire que je ne suis pas un bon chrétien, et je l'assume, je ne suis pas convaincu qu'il faille qu'il y ait quelque chose après la mort. J'aurais bien aimé, moi, que la vie s'arrête et que ce soit terminé. Je trouverais ça magnifique. S'il y a quelque chose, et c'est un pari pascalien qu'il faut faire, alors essayons d'en tirer déjà quelque chose pour la vie.
Et dans ce dialogue avec les morts et dans cet accompagnement qui est le leur à notre égard, je pense qu'il y a quelque chose de très riche et de très beau. Je vis constamment avec eux, je parle moi à mes morts toujours, et certains même qui ne sont pas mes morts, il m'arrive de parler à des personnages de l'histoire, etc. Heureusement que les gens n'entendent pas tout ce qui se dit dans ma tête, ils diraient que je suis complètement fou. Marou disait qu'on pouvait avoir des amitiés historiques avec, je le crois, moi je le crois. Des personnages que nous n'avions jamais connus. Mais c'est mon cas, vraiment. Et d'être en contact avec eux prouve en tout cas une chose, et ça c'est absolument certain, et ça n'est même plus un article de foi, ça n'est qu'une constatation empirique, prouve que tant que nous vivons, ou plutôt tant que nous les faisons vivre à travers nous, alors ils continuent de vivre. La vraie mort, c'est le jour où il n'y a plus personne qui pense à vous. Alors, si je vous comprends bien, vous partageriez le propos des proches, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. C'est vous qui le dites, hein, ça c'est pas moi. Je n'ai pas envie de me faire chasser de ce monastère avant l'heure. Est-ce que cette dimension religieuse fait écho à une éducation religieuse que vous avez reçue durant votre enfance ? Je ne crois pas qu'on puisse parler d'éducation religieuse. Je crois qu'il serait plus juste de parler de tradition catholique. C'est assez différent. J'ai été baptisé, communié, confirmé, j'allais à la messe tous les dimanches. D'ailleurs, je n'avais pas le choix, entre nous soit dit, mais mon père, en l'occurrence, n'aurait pas voulu qu'il en fût autrement. Mais ce n'est pas ce que j'appelle une éducation religieuse. Et si j'avais un léger reproche à faire à mes parents, d'ailleurs je ne sais pas si c'est un reproche, mais en tout cas c'est une constatation qu'il faut faire, c'est qu'ils ne m'ont pas donné cette éducation religieuse au sens propre. Ils n'ont pas su faire croître en moi cette foi que je vois, et là, alors depuis 24 heures, j'étais au milieu de ça. Quand vous voyez notamment tous ces moines, mais pas seulement, tous les gens qui sont là, les hôtes qui les accompagnent, quand vous voyez tout ce monde pétri d'une foi ardente et communicative, car elle est communicative, vous vous dites que vous êtes peut-être passé quelque part à côté de quelque chose. Moi, j'ai tous les codes de la catholicité, j'ai reçu cette éducation catholique incontestablement. Je n'ai peut-être pas reçu l'éducation religieuse qui permet de la rendre plus vivante, plus présente et plus lumineuse. Et c'est un regret que j'ai. Je citais tout à l'heure Paul Valéry, et je vous disais qu'il avait passé du temps ici à Solesmes, et il disait « La foi, je la cherche », disait-il, et il n'allait pas jusqu'à dire « je ne l'ai pas trouvée », mais il disait qu'il restait ouvert à cette foi, et que visiblement, il ne l'avait pas vraiment. Il ne l'avait en tout cas pas chevillée au corps. Je suis un peu comme lui, de ce point de vue. Et vous savez, c'est Paul Valéry qui le disait, qu'il croyait dans ceux qui ont cru avant lui. Cette formule, je la comprends. Je ne dirais pas que je la fais mienne, car je pense être un peu plus loin que lui sur ce chemin-là. Mais en tout cas, je la comprends. Et c'est vrai qu'il y a dans cette appartenance à une communauté, qui est la communauté catholique, et il y a aussi le sentiment d'un héritage et d'une transmission. Hier soir, un des moines de Solesmes, le père Rochon, faisait une confidence assez amusante. Il disait que l'autre jour, en chantant, la liturgie faisait qu'il était en train de chanter un nouveau chant, enfin un chant grégorien, et en chantant ce chant qui était par ailleurs très beau, dit-il, et très avenant, très spectaculaire, il s'est dit « Ah, mais ça n'est pas la pureté du grégorien. Ce chant doit être récent. » Et il a vérifié, oui, le chant était du XIIIe siècle. Il dit « C'est beaucoup trop récent pour nous, le XIIIe siècle. » Cette espèce de perspective sur les siècles, cette espèce d'épaisseur du temps, cette continuité qui va contre le crépuscule, qui permet aux institutions de survivre à tout, c'est ce qui m'émeut le plus dans la vie, finalement. C'est peut-être ma forme à moi de foi. Vous parliez tout à l'heure du rapport que vous gardez avec les morts. On sent en vous lisant une sensibilité à la fragilité non seulement des patrimoines, mais aussi des régimes, des individus. Comment un régime peut, suite à un enchaînement de circonstances, disparaître alors qu'on le croyait établi. Ce sentiment, cette sensibilité à la fragilité, c'est quelque chose qui fait partie de votre personnalité ? Ça doit être mon côté crépusculaire. Oui, je suis sensible aux choses qui s'étiolent et qui finissent par disparaître. C'est Théodore Monod qui disait « Une certaine nostalgie s'attache aux choses qui disparaissent quand on les a aimées. Il faut croire que j'ai trop aimé certaines choses pour me contenter de les voir disparaître sans agir. » C'est vrai que je m'attache souvent à ce qui est en fin de course, en fin de vie.
Mes ennemis, et ils sont nombreux, vous le savez, diraient que c'est mon côté fin de race. Et j'aimerais qu'on en vienne maintenant au sens de votre vie, ce qui donne du sens à votre vie. Vous avez écrit dans ce livre cette très belle phrase « Mettre le doigt sur un détail qui permette de soudain saisir une situation jusque-là incompréhensible vous rend heureux, quand d'un seul coup, en déplaçant légèrement le ray de lumière, tout vient à s'éclairer. C'est ce sur quoi nous tendons tous, non. Comprendre vous rend heureux ?» Oui. C'est peut-être une jubilation que certains trouveraient égotique d'ailleurs, mais saisir la nature des choses, percer l'intelligence d'une situation, essayer effectivement, en l'éclairant différemment, de lui donner une cohérence qu'a priori elle n'avait pas. J'avoue que c'est précisément ce qui m'intéresse dans la vie, c'est ce qui m'anime, et c'est ce qui fait que je suis devenu historien, même si aujourd'hui, hélas, je ne fais plus de recherche, car je n'ai tout simplement plus le temps. Je passe tellement de temps à expliquer l'histoire aux autres, à présenter les choses et à faire des émissions de radio ou de télévision, que malheureusement, je n'ai plus le temps d'aller faire de la recherche et de revenir à la source. J'espère qu'un jour, j'aurai le temps de revenir à mes chères études. C'est peut-être un vœu pieux. Alors, effectivement, expliquer, expliciter, trouver le petit détail qui permet de comprendre quand tout s'éclaire, cette révélation-là, ça me passionne. C'était la recherche de la vérité des anciens, vous savez, cette aletheia qui est au cœur même de la pensée grecque et donc de notre civilisation, cette recherche de la vérité que l'on retrouve d'ailleurs chez un certain nombre de penseurs religieux et notamment chez les bénédictins, n'est-ce pas? Cette recherche de la vérité, elle me paraît foncière, fondamentale. C'est, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ça qui m'anime, c'est la pulsation intime en fait, oui. La transmission de ces connaissances vers le public, le nombreux public qui vous écoute, est aussi une source de joie. Autrement, vous n'y consacreriez pas autant de temps. Certainement, mais soyons tout à fait honnêtes. C'est le but de cet entretien, après cette méditation monacale. Ce n'est pas ce qui m'anime au fond. Il se trouve que je fais des émissions qui transmettent l'histoire au plus grand public. J'ai la très grande chance de croiser très régulièrement des gens qui me disent « Mais vous savez, grâce à vous, je suis revenu à l'histoire. C'est une matière qui ne m'intéressait pas et grâce à vos émissions, maintenant je lis beaucoup de livres d'histoire. » Mais soyons tout à fait honnêtes, ce n'est pas mon objectif dans la vie. Transmettre, c'est mon métier, ça n'est pas ma vocation. Ma vocation, c'est d'essayer de comprendre. Alors dans votre livre, vous avez un passage aussi très, très beau où vous expliquez, suite à une rencontre avec un producteur de télévision, vous avez pris conscience progressivement que vous étiez davantage un conteur qu'un expert. Oui, c'est un directeur de radio en l'occurrence, oui. Et vous trouvez votre voie, dans laquelle finalement vous avez une fécondité que vous venez de rappeler. Quel conseil vous donneriez à tous ceux qui cherchent leur voie, qui cherchent quelle est la chose pour laquelle ils peuvent apporter? S'écouter, ne pas laisser l'événement primer sur la conscience. C'est Jung qui disait que tout ce qui n'est pas vécu en conscience est vécu en destin. Je pense qu'il faut vivre beaucoup, beaucoup en conscience pour n'avoir plus à vivre que son propre destin. Sinon, vous êtes condamné à vivre le destin des autres. Si vous ne réfléchissez pas, si vous ne vous écoutez pas, si vous ne faites pas suffisamment en vous le silence qui permet d'aller écouter la toute petite voix qui, parfois, de manière très, très ténue, essaie de vous guider vers ce que vous êtes ou vers ce que vous devez devenir, eh bien vous risquez de perdre des années, parfois même une vie entière, dans des domaines et des sillons qui ne sont pas les vôtres. Donc je crois qu'il faut s'écouter. Je suis quasiment convaincu que nous avons tous en nous un talent particulier. Là non plus, je ne suis pas le premier à le dire, mais je crois pouvoir dire que je suis bien placé pour l'expérimenter chaque jour. Nous avons un talent particulier au milieu d'innombrables incompétences par ailleurs, car moi je suis très mauvais dans bien des domaines. Mettez-moi au volant d'une voiture, vous allez très vite voir ce que ça donne. Mais en revanche, je suis, je crois, un conteur. J'ai réussi à le découvrir. C'est une chance, mais c'est aussi un travail. Ce sont les deux, d'une certaine manière. Quand vous savez ce pourquoi vous êtes fait, vous allez beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et surtout, c'est peut-être l'essentiel, après tout, vous rendez service à vos prochains. Vous aidez la collectivité, vous apportez votre talent, votre pierre à l'édifice. Et au lieu que ce soit une petite pierre perdue dans la muraille, ça peut même devenir un jour une clé de voûte.
Ça, c'est une satisfaction. Et gothique, ça y est, une fois de plus, je vais devoir faire mon mea culpa. Illenus benedicat per tempora, qui dixit lux fiat ante saecula. Amen. Benedicamus Domini. J'aimerais, si vous le voulez bien, que nous parlions de votre actualité. Et votre actualité, c'est la parution prochaine dans une coédition Perrin-Historia d'un livre intitulé « Franck Ferrand raconte ». Oui. Perrin Historia, c'est en soi, c'est déjà tout un programme, vous imaginez. Mes deux maîtres, ceux qui ont été mes parrains dans ce métier et que j'allais voir régulièrement dans mes débuts à la radio, il y a longtemps déjà, ça il y a bientôt 20 ans, c'était André Castelot et Alain Decaux, qui l'un comme l'autre ont été d'une gentillesse, d'une bienveillance avec moi extraordinaire, et qui m'ont d'une certaine manière, sans jamais donner l'impression de le faire, m'ont appris le métier. Eh bien, l'un comme l'autre étaient évidemment les auteurs emblématiques d'Historia et par ailleurs deux grands auteurs de chez Perrin. Et un grand nombre des travaux qu'ils avaient élaborés pour Historia figuraient ensuite dans les recueils Perrin. J'inscris modestement mes pas dans les leurs, mais évidemment le fait d'avoir cette double injonction sur la couverture, Perrin Historia, fait que je ne peux que leur rendre hommage. Et le titre en lui-même est un hommage aussi à la fameuse émission d'Alain Decaux raconte, Pas très modeste, ça. de la reprise de votre émission sur Radio Classique que l'on peut écouter du lundi au vendredi. Oui, à 9h. Alors, en fait, sur Radio Classique, je raconte les choses. J'ai renoué avec ça, vous savez. Pendant très longtemps, sur Europe 1, j'avais une équipe assez étoffée qui me préparait le travail, qui préparait les interviews, qui écrivait les textes, qui en quelque sorte me mâchait le travail. Et j'avais parfois, même si je ne leur rends jamais assez hommage, car ce sont des gens remarquables, j'avais parfois l'impression d'être un peu la marionnette entre les mains du marionnettiste, si vous voulez. Là, sur Radio Classique, j'ai repris les choses en main, et je raconte moi-même ces histoires. Je travaille avec Pierre-Louis Lancel, qui est un de mes anciens auteurs d'Europe 1, qui me prépare une documentation, qui fait le canevas, si vous voulez. Mais ce que je raconte, je l'improvise en grande partie au micro. Et dans cette improvisation, dans ce sens de l'oralité, d'une certaine manière, figure peut-être le secret d'une bonne narration, d'une bonne histoire. Et c'est cet aspect-là aussi que veut résumer le titre un peu immodeste de Franck Ferrand, Raconte. Je raconte, je suis d'abord un conteur, la narration pour moi est essentielle. Est-ce que vous avez l'écriture facile ou est-ce que c'est douloureux ? Je souffre un peu comme tout le monde, mais j'éprouve aussi, et c'est souvent le salaire de la souffrance, de grandes satisfactions. Je ne pense pas qu'il y ait de moments plus jubilatoires que cette heure particulière où les mots vous viennent tout seuls. Ça ne vient pas, évidemment, quand vous vous asseyez devant votre ordinateur, comme tout le monde, vous êtes un petit moment désemparé. Ça ne vient pas si facilement que ça. Il faut se laisser gagner par son sujet, il faut entrer dans l'histoire. Mais il y a toujours un moment, si le téléphone vous fiche la paix, et si vous n'êtes pas tracassé, vous, par un certain nombre de problèmes, donc ça suppose là aussi une certaine ascèse, l'écriture. Mais à partir du moment où vous êtes disponible à ce que vous faites, il y a ce moment où les mots viennent, où les idées fusent, où vous n'arrivez même pas avec vos doigts, parce que moi je n'écris pas à la plume, j'écris à l'ordinateur, vous n'arrivez même plus à taper assez vite pour suivre ce que vous avez à dire. Ça, c'est la grâce particulière de la création, c'est ce que les anciens appelaient l'enthousiasme, le souffle des dieux, et ça c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et on ne peut pas éprouver ce sentiment-là quand on n'écrit pas. Donc pour moi l'écriture reste néanmoins le fond de mon travail. La multiplicité d'idées, la richesse du propos appartient à l'écrit, à l'écriture. Et moi, je tiens à conserver cette dimension-là. Alors, je crois que vous avez confié que vous écriviez quand vous étiez jeune dans votre baignoire. Ah non, ça, je réfléchissais. D'accord. C'est-à-dire que j'hésite toujours à raconter ça, parce qu'évidemment, ça n'est peut-être pas un très bon exemple pour les jeunes générations, mais il se trouve que entre mes diplômes de Sciences Po et de l'EHESS et mon début professionnel à Europe 1,
il y a eu presque 15 ans, vous imaginez? J'ai eu 15 ans pendant lesquels, disons les choses, je ne travaillais pas. Alors, évidemment, j'écrivais des livres, je faisais des conférences, il fallait bien que je vive, chichement d'ailleurs. Je vivais un peu comme on vit dans un monastère, très chichement, de façon très austère même, d'une certaine manière, mais ça me permettait de ne pas aller pointer quelque part dans un bureau. Et ça, c'est ce qui m'a permis d'emmagasiner une somme considérable d'images. J'ai lu, je me suis nourri, un peu comme une éponge, vous savez, et aujourd'hui encore, je vis sur cette époque et sur cette période. Et c'est vrai que le moment de l'inspiration suprême, c'était ces bains que je prenais tous les matins pendant 2 heures. Il fallait de temps en temps remettre un peu d'eau chaude, mais c'est vrai que j'ai cité cet exemple à plusieurs reprises du bain parce que je crois que c'est le symbole même d'une vie qui n'est pas minutée et qui n'est pas asservie aux contingences du temps. Vous voyez qu'il y a là presque entre l'office bénédictin et le bain, il y a de grandes différences apparentes, mais il y a un fond commun, à mon avis, qu'il faudrait creuser. Mais je crois que Thomas d'Aquin lui-même conseillait le bain, parce qu'il considérait que la corporéité finalement de l'homme faisait que l'esprit se régénérait. Il y a quelque chose d'amniotique dans le bain, finalement. Alors, vous avez le goût de la belle formule, vous ciselez vos phrases comme un orfèvre. Est-ce que vous avez des modèles littéraires dont vous vous êtes imprégné pour rédiger vos textes? Alors, j'ai été bercé à Saint-Simon, moi, vous savez. J'avais dit un jour que j'avais appris à lire dans Saint-Simon. Alors, les journalistes se sont emparés de ça en disant « mais pour qui se prend-il » C'était une formule. Ce que je voulais dire, c'est que dès que j'ai été, même pas adolescent, préadolescent, j'ai découvert Saint-Simon, je me suis plongé dans les mémoires de Saint-Simon, je me suis gorgé de cette langue, pas toujours correcte, mais d'une richesse, d'une vitalité, d'une singularité phénoménale. Et puis, celui qui est l'élève, si je puis dire, de Saint-Simon, a été ensuite, moi, mon maître, c'est Proust. C'est-à-dire que je me suis littéralement plongé dans la recherche du temps perdu pendant plusieurs années. J'ai vécu avec Proust, j'étais dans Proust. Donc ce sont mes deux... Pour le coup, c'est mon bain littéraire. Après, si on cherchait des modèles, alors il y en aurait un certain nombre. Il y en a 2 que je citerai volontiers. Pour le style, mais alors là, je suis conscient d'avoir encore beaucoup de travail à faire pour l'égaler. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais en tout cas, pour m'en approcher, c'est Madame Yourcenar. Je suis un adepte de son style ciselé, pur et classique. Et puis, du point de vue de l'histoire et de la façon de raconter l'histoire, il y a un maître, évidemment, c'est Gosselin le Nôtre. C'était le pape de la petite histoire. C'était un homme qui n'a jamais abordé les grands sujets de la grande histoire sans essayer de les incarner dans les petits effets, dans les petites habitudes des petites gens. Je crois que c'est fondamental, ça. On ne peut faire aimer l'histoire que si on l'incarne dans des personnages et dans des destins, et c'est la leçon de Le Nôtre. Alors, on retrouve dans votre livre ces personnages dont vous nous révélez la vie à travers des anecdotes qui soutiennent l'attention du lecteur. Sur les périodes, de manière étonnante, aucun chapitre sur l'Antiquité, 3 sur le Moyen-Âge, et puis l'époque moderne et contemporaine qui sont à peu près à parité. Est-ce que ça reflète votre propre appétence pour ces différentes périodes ou c'est un effet du hasard? Non, ça reflète même l'inverse, pour tout vous dire. C'est-à-dire que moi j'ai une passion pour l'Antiquité. Mon esprit me porte tout naturellement vers l'Antiquité, toute l'histoire grecque d'abord et avant tout, mais aussi l'histoire romaine, mais aussi l'Antiquité mésopotamienne, car on peut dire que pour moi la Mésopotamie a été un véritable laboratoire quand j'étais adolescent, et puis l'Égypte bien sûr, etc. J'adore l'Antiquité. S'il n'y a pas de chapitre consacré à l'Antiquité dans le livre, c'est parce que néanmoins, j'essaie, dans les chroniques que je fais pour Historia, de m'adapter au goût des lecteurs et de ce que les gens demandent. Et malheureusement, l'Antiquité a très peu droit de cité dans notre époque. Vous savez, quand vous faites une émission sur l'Antiquité, j'ai pu le mesurer, le tester à la télévision, vous perdez plus de la moitié du public. Hélas, c'est un grand dommage. Quant au Moyen-Âge, c'est un petit peu moins une passion que l'Antiquité, mais c'est une très longue et très profonde période qui me passionne sous bien des aspects d'ailleurs. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il se trouve que si je devais me consacrer par goût personnel à un siècle, je choisirais
le très complexe et très bouillonnant XVe siècle, pour tout vous dire, à la frontière de ce qu'on appelle le Moyen-Âge et de la Renaissance. Il y a là quelque chose d'extraordinaire, et devant la mise au tombeau de Solesmes, lorsque je l'ai vu hier et lorsque j'ai pu admirer comment pourrait-on dire, la pénétration, l'intime vitalité de ces grandes statues merveilleuses dont les prunelles ont été dorées à leur fin, j'ai peut-être touché ce qu'il y a, à mon avis, de plus sublime dans Solesmes. J'aime cette époque, et si je n'en parle pas beaucoup dans le livre, ça n'est pas par goût personnel, c'est encore une fois parce que l'époque moderne et surtout, hélas, l'époque contemporaine sont les passions actuelles du public. Est-ce qu'il y a des causes dans l'actualité qui vous donneraient envie de vous engager davantage et de mettre au service du collectif votre connaissance du passé? Et comment? Il y en a de nombreuses, mais celle qui me tient évidemment le plus à cœur, c'est la défense de la culture, de la langue, du patrimoine, d'une certaine beauté, si je puis dire. J'aimerais qu'on continue à enseigner tout cela aux jeunes générations, et à chaque fois que d'une manière ou d'une autre, je peux essayer de prêter ma voix ou d'apporter ma petite pierre à l'édifice, je le fais. Je pense que nous avons la chance d'hériter un patrimoine phénoménal, fabuleux, presque unique, on peut le dire, quasiment unique dans l'histoire. Nous avons un héritage gigantesque. Il ne faudrait pas le laisser perdre. Un de mes amis, François-Xavier Bellamy, avait écrit, là il vient d'écrire un très beau livre qui s'appelle Demeure, sur ce qui reste, sur ce qui dure. Mais avant cela, il avait écrit un livre sur la transmission et sur l'urgence de transmettre, qui s'appelle Les Déshérités. Et il disait que nous étions la première génération à ne pas transmettre. Il expliquait que depuis des siècles, nos aînés avaient pris l'habitude de transmettre tout le savoir dont ils étaient les héritiers. Ils le transmettaient à la génération suivante, qui ensuite en faisait son miel, faisait des modifications, parfois allait contre l'héritage d'ailleurs, inventait du nouveau. Vous parliez de toutes les révolutions, elles sont nombreuses dans l'histoire de France. Bon, ça c'est très bien. Nous, ce que nous faisons depuis une 30 ou 40aine d'années, c'est que nous ne transmettons plus l'héritage. Nous ne passons plus le corpus de connaissances à la génération suivante. Donc, nous fabriquons des gens qui vont être, bien que héritiers fabuleux, qui vont être des démunis. Ça, il faut lutter contre ça, de toutes nos forces, en tout cas de toutes les miennes. Je peux vous assurer que ça me motive. Merci beaucoup Franck Ferrand, je crois qu'il est temps de conclure malheureusement notre conversation. Merci infiniment d'être venu vivre 24 heures au monastère, d'avoir été le premier invité de cette nouvelle émission. Merci à vous, merci beaucoup de m'avoir permis de vivre ces 24 heures inoubliables. Alors avant de partir et d'oublier, je vais vous rendre votre téléphone. Ah oui, ça pourrait être utile, merci beaucoup. Voilà, et puis vous repartez avec votre carnet sur lequel j'ai pris toutes sortes de notes. Il y a notamment le manuscrit de votre prochain livre. Alors non, ça c'est un autre carnet, car je ne mélange pas tout. Là, en l'occurrence, ce sont des notes que j'ai prises sur l'expérience elle-même, et puis j'avais mon petit carnet littéraire par ailleurs, sur lequel j'ai noté les 3 ou 4 phrases qui seront dans le livre en question. Merci beaucoup Franck Ferrand, et bon retour à Paris. Merci, hélas, il faut bien que tout finisse, n'est-ce pas ? Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce programme sur le site internet de KTO. Bonne soirée et à bientôt.